Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver ici en direct depuis le studio de Figaro Immo pour cette nouvelle émission des Clés de l'Immo, comme chaque semaine ici en direct sur ce plateau libellule de studio télé de Figaro Immo pour vous donner des conseils, vous qui souhaitez acheter, investir, placer votre argent dans l'immobilier, vous vous posez beaucoup de questions, c'est tout à fait normal et on est là chaque semaine pour répondre en direct à vos interrogations. Alors après l'achat-vente avec nos amis les notaires, après le financement, après les taux de crédit, aujourd'hui on va parler investissement. Investissement dans l'immobilier, on va parler Pinel de Normandie, on va parler placement en pierre, on va voir quels sont les secteurs à suivre et peut-être aussi avoir d'excellents conseils et de bonnes perspectives de plus-value avec notre invité aujourd'hui qui est le président de la Maison de l'Investisseur, qu'on est très heureux d'avoir ici en plateau, c'est Stéphane Descartiers. Bonjour Stéphane. Bonjour Olivier, bonjour à tous. Alors Stéphane, on ne va pas dire habitué, mais c'est la deuxième fois ici. Avec plaisir. Vous étiez venu en début d'année. Patron de la Maison de l'Investisseur, quelques mots sur la Maison de l'Investisseur? Alors nous sommes un réseau d'agences immobilières spécialisées sur les biens et donc clients investisseurs, dans le neuf et dans l'ancien. Et nous sommes présents à Paris, 7e, 15e, et également Lyon, Lille et Bordeaux. Et on a fêté nos 20 ans d'existence cette année. Bon anniversaire, en tout cas Merci. pour ces 20 ans. Vous avez été très nombreux à poser des questions depuis qu'on a annoncé la venue de Stéphane. C'était lundi, alors évidemment on ne pourra pas répondre à tout le monde, mais on va prendre quand même une bonne quinzaine de questions. Et puis on est en direct, donc n'hésitez pas si vous avez des choses à nous dire, vous n'êtes pas d'accord ou au contraire des bons plans, eh bien vous le faites en direct. On est là évidemment pour répondre également à vos questions. On va démarrer, on est là jusqu'à 13h30. C'est prêt? On est prêt. Allez, première question. Alors, c'est une question d'Arnaud. Arnaud nous dit, avec 120 000 euros, j'hésite à placer mon argent dans le neuf en direct. Comment arbitrer entre un studio dans le centre d'Angers et un autre studio dans un quartier étudiant à Rennes? L'idée est de faire un Pinel durant 9 ans pour revendre ensuite. Je crois que ces villes vont prendre de la valeur. Qu'en pensez-vous? Alors Arnaud, deux très bonnes villes, Rennes et Angers. Rennes, bien sûr, la capitale bretonne, beaucoup plus importante qu'Angers, puisqu'on est sur une agglomération de plus de 400 000 habitants sur Rennes. Des prix, bien sûr, aussi beaucoup plus élevés qu'Angers, puisqu'on va être en neuf autour de 4 000 euros sur Rennes, 4 000, voire un petit peu plus pour l'hypercentre de Rennes sur le neuf. Sur l'ancien, on a dépassé les 3 000 euros quand même à Rennes. C'est normal, c'était longtemps autour de 2500, il y a un phénomène de tout rattrapage. Tout à fait. Il faut faire un petit peu aussi attention parce que le rattrapage a été rapide, puisque en 5 ans, les prix ont pris, comme à Nantes d'ailleurs, ou Bordeaux, les prix ont pris 25%. Donc des augmentations rapides comme ça, il faut quand même être un petit peu prudent. Effet LVG peut-être aussi pour oui, Rennes. Certainement. 1h25 de Paris. Rennes, certainement, comme toujours, dès que le TGV arrive, comme Marseille en son temps, les prix ont effectivement quand même suivi une augmentation très rapide. Donc, alors, en comparaison de ça, Angers, ville beaucoup plus raisonnable. Là, on est sur une agglomération de 150 000 habitants, donc ville moins importante, mais néanmoins dynamique, avec plein de projets, comme le Smart City. En ce moment, vous avez peut-être entendu parler. Une ville qui, assez étrangement, était déclassée par rapport au Pinel. Pas trop compris pourquoi, mais heureusement, est revenue. Donc, on peut refaire du Pinel sur Angers. Donc, on peut faire du Pinel à Angers. Voilà, tout à fait. Donc, alors, du coup, les prix sont plus raisonnable, bien sûr, puisqu'on va être sur l'ancien entre 2000 et 2500 pour les meilleurs emplacements. Et sur le neuf, il y a encore aujourd'hui, peut-être que ça ne durera pas, il y a encore à Angers des programmes neufs à moins de 3000 euros, qui étaient peut-être sortis avant le reclassement en Pinel, mais enfin en tout cas, il y a encore de disponibles aujourd'hui du neuf à moins de 3000 euros. Donc, avec de bonnes perspectives de rentabilité? Oui, avec de bonnes perspectives de rentabilité, peut-être un peu plus d'ailleurs en rentabilité que sur Rennes. Donc les rentabilités seront un petit peu plus élevées sur Angers que sur Rennes, par exemple. Maintenant, on n'a pas la sécurité de Rennes, une grande métropole régionale, par rapport à Angers. Les évolutions de marché peuvent être un petit peu différentes. Donc je dirais que les deux villes ont des intérêts un peu différents.
À la limite, à choisir, c'est peut-être pour Arnaud, peut-être la ville la plus proche de son domicile, puisque effectivement, comme les intérêts sont à peu près comparables, Arnaud se demandait aussi, par rapport à la plus-value, où il espérait peut-être une prise de valeur sur ces villes. Il ne faut pas chercher aujourd'hui la plus-value, il ne faut pas se raconter d'histoire, les prix ont beaucoup augmenté. Regardez, Rennes a pris 25% en 5 ans, même Angers a pris plus de 10% en 5 ans, c'est-à-dire pratiquement 2 fois l'inflation. Il ne faut pas aujourd'hui espérer de plus-value, je vous le dis très clairement, nulle part. Les taux ne vont pas encore baisser. Et ne pas se laisser aveugler par les taux d'intérêt qui sont historiquement bas. Mais les taux ne baisseront pas plus qu'aujourd'hui. L'augmentation des prix qu'on a eue, c'est aussi par rapport aux baisses de taux qu'on a eues. Donc, il n'y aura pas de plus-value. Il ne faut pas se raconter d'histoire. On peut avoir de bonnes surprises, mais il ne faut pas ni promettre, ni espérer de plus-value. Il faut que vos opérations tournent à prix constant, à valeur constante. Et ne certainement pas chercher de plus-value qui sont, à mon avis, quand même tout à fait hypothétiques aujourd'hui. Donc, dans ce match entre Rennes et Angers, plutôt match nul, en tout cas 2 très bonnes villes. Match nul, donc faites le plus près, Arnaud. Voilà, ce sera le plus simple. Allez, question suivante, c'est Jean-Pierre. Si la réglementation de Airbnb devient trop compliquée, faut-il revenir aux fondamentaux de la location classique ? Alors Airbnb, les règles effectivement se durcissent, on le sait, on peut le comprendre aussi. Donc à Paris aujourd'hui, c'est effectivement extrêmement difficile, pour ne pas dire quasiment impossible. Autant il n'y avait pas de contrôle il y a encore quelques années, autant aujourd'hui il y a vraiment des contrôles, donc on ne peut vraiment pas conseiller de s'y aventurer. Il y a des cas très différents, par exemple à Lyon, vous avez droit, ce qui est tout à fait unique aussi, à Lyon, vous avez droit à un logement Airbnb. Voilà. Alors que Lyon, finalement, est au-delà des 200 000 habitants, donc on pourrait avoir une interdiction formelle et totale. Mais bon, ils ont décidé, ce qui n'est pas idiot d'ailleurs, d'autoriser une location Airbnb, aux propriétaires de faire une opération Airbnb à l'année. Donc voilà. Marseille, par exemple, il n'y a aucun contrôle. Alors là, ça peut paraître assez surprenant. Il n'y a aucun contrôle. Vous pouvez faire du Airbnb à l'année, etc. Ceci étant dit, même au-delà... Pour rappel, on peut mettre en location pendant 120 jours par an maximum, dans le cadre de sa résidence principale. Tout à fait. Après, on sait qu'il y a tout un business autour de ça. Et ça risque de se durcir. D'ailleurs, les 120 jours à Paris, notamment, risquent de se durcir. Mais même au-delà de ça, même au-delà de la réglementation, il faut bien être conscient que la location Airbnb, donc de courte durée, engendre des frais supplémentaires. Des frais qui peuvent être quand même tout à fait importants, parce que quand vous louez à la semaine, vous avez l'entrée, vous avez la sortie, avec à chaque fois le comptage des petites cuillères, des bols et j'en passe, sans compter effectivement le ménage, etc. Donc finalement, alors à part à le faire soi-même, les sociétés de conciergerie, ou en tout cas ça se développe de plus en plus, ces sociétés de conciergerie qui aident justement pour... Bien sûr, mais c'est un coût. Et ça vous mange quand même globalement entre 25 et 30% de votre location à la semaine. Donc quand vous regardez précisément entre les frais de conciergerie, les commissions de Airbnb ou d'autres plateformes, entre du Airbnb avec les frais que ça engendre et de la location meublée à l'année, finalement ça s'équilibre. Le match s'équilibre. Donc pourquoi s'embêter parfois à aller chercher en plus une réglementation qui peut être compliquée, alors que sur le meublé à l'année, vous avez moins de frais, vous avez moins de rendement mais moins de frais, donc finalement les performances se rejoignent. Donc voilà, c'est pas non plus la panacée universelle du Airbnb. Tout à fait. Et Stéphane a raison de le préciser, on sait que ce sera l'un des enjeux des élections municipales, d'ailleurs sur le logement et sur, alors on dit Airbnb, mais sur les plateformes de location touristique. On sait qu'à Paris, ça va devenir un véritable enjeu, puisqu'il est question, que ce soit Yann Brossa, même Anne Hidalgo l'a annoncé, d'interdire carrément peut-être les 4 premiers, le centre de Paris à la location. Donc effectivement, c'est à suivre. Ça va se durcir, de toute façon, c'est sûr. Ça va se durcir. Question suivante. Alors, c'est une question de Dan. Investir en Denormandie dans l'ancien, est-ce rentable? Et si oui, dans quelle ville? Dan, oui, bien sûr, c'est rentable. Le Denormandie, c'est tout à fait intéressant, c'est assez simple. Le seul écueil, entre guillemets, c'est que la quand même grande majorité des villes, à peu près 70%
des villes éligibles au de Normandie qui sont dans des zones détendues. Ce qui est de toute façon l'esprit de la loi, c'est-à-dire que pour revaloriser, pour redynamiser des centres-villes qui ont perdu des habitants, des régions qui ont perdu des emplois, avec un immobilier qui se dégrade, cette loi a été mise en place effectivement pour redynamiser les centres-villes, ramener des opérations de qualité en centre-ville, en locatif. Puisque parenthèse, juste on rappelle quand même, parce qu'on est dedans, mais ce que c'est que le de Normandie. C'est comme le neuf, comme le Pinel, mais version ancien. On achète un logement ancien qui nécessite 25% de travaux, que l'on met en location pendant 6 ans, 9 ans, 12 ans, et en contrepartie, on a une réduction d'impôt sur ce bien qui est 12, 18 et 21%. Voilà, qui est le même que le Pinel. Et ça concerne des villes, donc petites villes ou villes moyennes, type Auxerre, Perpignan, Pau, Brest, etc. Donc est-ce que c'est rentable? Alors, c'est intéressant parce qu'il y a, comme je vous le disais, 70% en zone détendue, mais il y a aussi un véritable effet d'aubaine sur des villes tout à fait dynamiques, notamment en région parisienne ou en province, qui ne sont pas, et absolument pas même des villes sinistrées ou avec des marchés compliqués, des villes où on fait de bonne rentabilité et surtout où ça va valoir le coup d'investir dans des travaux, parce que les travaux coûtent cher. Si vous faites des travaux que vous ne récupérez pas parce que vous êtes sur un secteur, à la revente je parle, si vous êtes sur un secteur vraiment très compliqué à travailler, bon bah c'est un petit peu un coup d'épée dans l'eau. Tandis que effectivement, notamment pour la région parisienne, nous avons des villes comme Poissy, dans les Yvelines ou comme Rambouillet. C'est le tiercé de Stéphane Descartiers. Alors, Poissy, Rambouillet. Fontainebleau, également en région parisienne. Alors, la grande région parisienne, on sort de la région parisienne, mais accessible très facilement aussi en voiture. On a au sud Chartres, qui est aussi une ville tout à fait dynamique avec un bon marché locatif. Et au nord, Senlis, qui est aussi une ville tout à fait intéressante à travailler avec de bons rendements et des prix encore raisonnables. Donc voilà, ça ce sont des villes sur lesquelles vous pouvez faire des opérations de Normandie et qui ont des marchés sains et tout à fait équilibrés et de bonne tenue. Donc ça, Stéphane, vous y croyez, le de Normandie, parce qu'on entend certains professionnels qui disent ça marche pas, on ne comprend pas, c'est compliqué, les gens ne viennent pas, ne vont pas investir. Bon, vous y croyez. Ce qui est sûr, c'est que ce ne sera pas un marché d'opérateurs. C'est-à-dire que les opérateurs type Malraux, Monuments historiques, ne s'intéressent que très peu finalement à ce marché. D'ailleurs, depuis que la loi a été promulguée, il n'y a pas d'offre qui est structuré en Normandie, et ça c'est une difficulté supplémentaire, donc ça sera plus un marché de particuliers qui vont eux-mêmes faire rénover ces biens avec des artisans, puisqu'il faut que la rénovation soit faite par des artisans avec facture, etc. Mais ça implique une chose aussi qui est certaine, c'est qu'il faut vivre proche du lieu sur lequel on va faire un de Normandie. Parce que les travaux à distance, les travaux déjà sur place, c'est parfois compliqué. Alors à distance, on oublie effectivement. Donc, mais voilà, si vous êtes en région parisienne, il y a des villes en région parisienne qui sont intéressantes. Et si vous êtes également en région, il y a quelques villes en région qui valent le coup, comme Bayonne, Pays Basque, comme Valoris, Côte d'Azur, comme Saint-Malo en Bretagne ou Chambéry à la montagne, qui sont autant de villes également donc éligibles au de Normandie, où là, si vous êtes à proximité de ces villes, ça vaut le coup de regarder des biens très dégradés pour y faire des travaux, et voilà. Voilà, et on peut juste ajouter une petite précision. Donc ça a été la mesure qui a été annoncée il y a quelques jours. Avant, c'était limité, avant, depuis que c'était promulgué, c'était limité au centre d'une ville. Maintenant, c'est sur l'ensemble de la ville, justement, pour que ce soit un peu plus ouvert à tout le monde et un peu plus compréhensible. Oui, ça aurait été difficile de toute façon qu'une histoire de continu, d'habitat continu, ça aurait été infaisable. Question suivante. Alors, c'est une question de Thierry. Alors là aussi, on va parler de ville. Thierry nous dit, si les prix explosent à Paris, où faut-il investir en proche banlieue, près d'une gare du Grand Paris ou plutôt en 3e couronne? J'ai un budget de 250 000 € et je cherche du 5% de rendement minimum. Alors il faut l'aider, il faut aider Thierry. Alors Thierry, sur la première couronne, les prix ont déjà beaucoup augmenté ces dernières années. On est déjà sur des secteurs, première couronne sud, Vanves, Malakoff, etc., qui sont des secteurs qu'on travaille très bien. On est déjà à plus de 25% d'augmentation des prix sur les 5 dernières années, là aussi. Donc, je dirais que c'est à la limite quasiment déjà un peu trop tard sur la première couronne. Trop tard. Trop tard. Bon.
À part peut-être sur les petites surfaces qu'on va pouvoir louer en meublé, mais avec 250 000 euros, on peut y aller sur la petite surface louée en meublé. Oui, en première couronne, on peut aller chercher encore du 5%. Bon. Studio T2, bon. Voilà, studio, petite surface, il ne faut pas effectivement espérer avoir beaucoup plus grand, mais plutôt sur la petite surface meublée, effectivement, avec quand même un petit peu plus d'implication personnelle qu'un T2 ou T3 où on aura moins de roulement, etc. Alors, deuxième, troisième couronne, pourquoi pas. Le Grand Paris, attention aussi parfois au fantasme du Grand Paris, du fantasme des gares qui vont faire exploser les prix. Là aussi, il faut être prudent. Moi, je trouve qu'il y a parfois notamment des programmes neufs qui sont un petit peu décorrélés des prix de l'ancien sur certains secteurs qui sont aujourd'hui populaires et où on anticipe un petit peu des gares qui vont peut-être arriver. Donc attention, soyez très attentifs. Ça peut paraître, certaines villes peuvent nous paraître peu chères par rapport à nos prix parisiens, mais parfois par rapport au prix de l'ancien, elles sont décorrélées. Donc là aussi, il faut faire attention. L'arrivée d'une gare ou d'un métro ne signifie pas obligatoirement une explosion des prix. Là aussi, on a vu des villes qui étaient desservies par le RER il y a 25 ou 30 ans qui n'ont pas explosé en prix. D'autres villes parfois qui étaient un peu désaxées mais qui ont bénéficié de plus de calme, de plus de effectivement aussi qui ont suivi les mêmes courbes de prix que des villes qui étaient desservies notamment en son temps par le RER. Donc c'est pas une certitude absolue. Néanmoins, il faut quand même regarder les opportunités du Grand Paris. Moi, je trouve et je pense qu'il y a vraiment certaines villes qui sont déjà bien desservies et qui vont l'être encore mieux, sur lesquelles on peut jouer, on peut miser. Je pense notamment à Bagneux, parce que Bagneux, on est aux portes de Paris, et l'ancien, on est encore à moins de 5 000 euros sur Bagneux, sur l'ancien. Et sur le neuf, on a des programmes qui commencent autour de 6 300, 6 500. Donc on est vraiment raisonnable, alors que effectivement, quelques 2 kilomètres plus loin, on arrive dans le 15e, 14e arrondissement de Paris où on est à plus de 10 000 euros. Donc je pense que cette différence-là risque peut-être de s'estomper un petit peu au bénéfice, plutôt là pour le coup, la première couronne. Et puis, Bagneux est déjà bien desservi puisqu'on a le RER et on aura en plus la ligne 15, la future ligne 15 qui va arriver, donc qui sera une desserte supplémentaire. Donc là, je crois qu'on peut y aller parce que les prix sont quand même effectivement aujourd'hui relativement raisonnables. Donc Bagneux, je pense qu'on peut le jouer. En deuxième couronne, il y a un secteur que je trouve très intéressant, que je connais bien aussi, c'est tout le secteur du plateau de Saclay, avec la très bourgeoise Orsay, et puis cette bonne ville aussi de Gif-sur-Yvette, etc. Ce sont des secteurs qui sont intéressants parce que qui ont déjà des prix assez soutenus, puis qui bénéficient bien sûr déjà là aussi du RER, avec le RER qu'il y a depuis longtemps, et puis tout le plateau de Saclay qui n'en finit pas de se développer, avec tout le pôle d'enseignement, le pôle industriel, etc. Enfin bon, ça travaille et c'est parti effectivement sur ces zones pour de très nombreuses années, et là aussi, Saclay, on va bénéficier de la ligne 18, donc on va avoir la double connexion, RER plus métro du Grand Paris, donc là ça ne pourra venir qu'effectivement qu'en bonus sur un marché qui est déjà très sain et dynamique. Et puis pour jouer le Nord aussi, je pense qu'on peut s'intéresser à Villepinte. D'accord. Parce que pour les mêmes raisons, voilà, dans le 93, pour les mêmes raisons, on a déjà le RER Villepinte par des expos, mais on aura en plus, donc d'ici 3 ou 4 ans, 2024, je crois, ou 2025, la L17. Qui va relier aussi Villepinte. Donc là, pareil, double connexion. Et Villepinte, aujourd'hui, les prix sont extrêmement raisonnables, puisqu'on est à moins de 3 000 euros en ancien. Et on a des programmes aussi sur Villepinte à moins de 4 000 euros du neuf. Donc une bonne corrélation neuf-ancien. Il y a des jolis programmes, notamment à Villepinte en ce moment, en neuf. C'est un très bon secteur en Pinel. On est bien en dessous des 5 500 euros. Donc ce sont des secteurs, je pense, qui sont tout à fait dignes d'intérêt. Voilà. En tout cas, on a passé du temps, mais c'était très complet. Je rajoute juste, dans l'actualité, hier, les notaires parisiens tenaient leur conférence de presse. On sait que pour Paris, on devrait arriver, selon les projections des avant-contrats, à 10 300 euros par mètre carré à partir de janvier prochain. Et puis, ça va continuer comme ça à monter. Les prix, attention, typiquement une ville comme Aubervilliers a pris déjà 14% en un an. On arrive à 3 600 euros par mètre carré en moyenne, c'est-à-dire qu'Aubervilliers rejoint une ville comme Saint-Denis. Voilà, en tout cas, les prix vont continuer de progresser tant qu'on aura toujours des taux d'intérêt aussi intéressants et attractifs. Question suivante, justement, question de Nathan. Les taux d'intérêt sont au plus bas. Qui nous dit qu'ils vont le rester, d'autant qu'on parle d'un crack boursier à venir, info ou intox?
C'est très compliqué, hein, Nathan. Les taux d'intérêt, tout le monde, moi le premier, était persuadé qu'ils allaient remonter, reprendre une courbe ascendante petit à petit, etc. Et non, c'est pas du tout ce qui se passe. Donc les taux restent très bas. La plupart des analystes nous disent qu'ils vont rester très bas et tout le monde parle d'un scénario à la japonaise où on va avoir pendant 10 ans, 15 ans des taux ultra bas, quasiment pas d'inflation. Donc bon, si ce scénario se confirme, si les taux restent ultra bas comme ça, les prix risquent effectivement de se maintenir aussi à leur niveau. Mais parce que parallèlement, les prix continuent de monter. Voilà, mais bon. Je pense que, enfin, comme je le disais tout à l'heure, je pense que l'augmentation des prix, elle est derrière nous aujourd'hui. Moi, personnellement, à part effectivement des micro-hausses sur certains secteurs, je pense que les prix aujourd'hui vont stagner, devraient stagner, à mon avis, pendant les 4-5 ans qui viennent, parce qu'ils ont déjà beaucoup augmenté. Oui. Donc, sur les grandes villes, on le voit, Paris plus 7%, mais l'année d'avant, Bordeaux, c'est pareil. Enfin bon. Aujourd'hui, il y a aussi un phénomène mécanique qui sont les seuils de solvabilité. C'est-à-dire que quand les gens ne peuvent plus acheter… Tant qu'on peut emprunter sur des durées de plus en plus longues, tout à fait. Mais regardez déjà Paris aujourd'hui, vous ne pouvez pas acheter si vous ne disposez pas d'un apport personnel. C'est fini. Si vous n'avez pas la vente d'un bien pour rien… Aujourd'hui, un couple de cadres ne peut pas, sans apport personnel, acheter un T3 à Paris. Même avec des taux ultra bas. Donc, voilà, au bout d'un moment, mécaniquement, les seuils de solvabilité font que les prix arrêtent de grimper. Pronostic donc de Stéphane, les taux vont continuer de rester bas pendant de longues années, à moins d'un événement économique majeur. Et sur le krach boursier ? Le krach boursier, écoutez, je ne sais pas trop quoi vous dire. Certains trouvent que les actions sont chères. Je ne suis pas du tout un spécialiste de ce marché, mais je dois vous dire que je n'ai pas d'actions, je n'ai quasiment pas de produits financiers, j'ai que de l'immobilier et je pense que je dors mieux que certains la nuit. Allez, question de Xavier. J'hésite à acheter un bien déjà loué. C'est un appartement, un T2 dans le 14e arrondissement Paris-Montparnasse. J'espère une belle décote de 25%, mais quels sont les risques ? Alors, un bien qui est déjà loué. Alors, si vous avez une décote, effectivement, si vous achetez avec une vraie décote de 25%, le risque, il est nul. Il n'y a aucun risque. Votre décote, elle est acquise puisque… le pire qui puisse vous arriver, entre guillemets, c'est que votre locataire ne paye plus son loyer. Mais s'il ne paye plus son loyer, vous pourrez effectivement libérer l'appartement. Auquel cas, vous retrouverez la pleine valeur de ce bien. C'est-à-dire que vous gagnerez du jour où vous aurez… Alors, ça peut durer un certain temps. Mais vous aurez gagné 25% de la décote que vous avez constatée à l'entrée. Alors, attention, il y a quand même une chose très importante à vérifier, c'est l'âge de votre locataire. Parce que comme vous le savez, si votre locataire a à la fin du bail plus de 65 ans. 65 ans, c'était longtemps 70 ans, c'est revenu à 65. C'est passé à 65 ans et qu'il est en dessous de certains plafonds de ressources, mais qui ne sont pas si basses que ça. Eh bien, c'est un locataire qu'on appelle maintenable. Maintenable. Il faut trouver l'équivalent d'une même location Mission ailleurs. Impossible. Mission impossible parce qu'en plus, il n'y a pas de limite. C'est-à-dire que votre locataire peut vous dire que non, il n'y a pas le franc prix en bas, donc ça ne lui convient pas. Donc, il peut refuser autant de biens qu'il lui faut. Donc, dans les faits, il est effectivement votre locataire. Vous ne pouvez qu'attendre qu'il le libère lui-même. Donc, bon, ça c'est quand même… Et c'est d'ailleurs, en général, avec ce type de locataire qu'on obtient les plus belles décotes. Parce que là, pour le coup, il y a vraiment une décote qui est justifiée. Très bien. Alors, on va reprendre sur une question d'Hervé. Hervé nous dit « J'hésite à investir dans une SCPI. Comment s'assurer que la gestion est rigoureuse et les placements de qualité? Quel rendement espérer ?» Alors aujourd'hui, les SCPI… Sans un engouement. Oui, les SCPI de rendement procurent encore effectivement des rentabilités tout à fait intéressantes, puisqu'on est encore entre 4,5% et 5%. Alors, moi, je conseillerais toujours de toute façon de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier, donc plutôt que de choisir une SCPI, plutôt en prendre pour la même somme 3, voilà, plutôt que de mettre 30 000 dans une, plutôt 10 000 dans 3 différentes, comme ça on divise un petit peu, on diversifie son risque, etc. Et puis, alors après, moi j'aime bien notamment les SCPI mixtes, qui sont à la fois bureaux et commerce, bureau et commerce, de façon à… Là aussi, les cycles sont un peu différents entre le bureau et le commerce, donc on joue sur plusieurs cycles.
Voilà, maintenant, après, la bonne gestion d'un gestionnaire de SCPI, ça va être essentiellement son taux d'occupation. Ouais. Ça, le taux d'occupation, c'est la première chose qu'on voit dans les bulletins d'information sur les SCPI. Donc voilà, les bonnes SCPI sont à 96-97% de taux d'occupation. Et là, ça veut dire qu'il y a un gestionnaire qui connaît son métier, qui fait bien son métier, donc on peut y aller. Bon, donc c'est à surveiller évidemment de près. Bien sûr. Question d'Adrien. Quelle plus-value puis-je espérer avec le crowdfunding? Quels sont vos conseils dans le domaine et à qui s'adresser? Alors, le financement participatif. Le crowdfunding, c'est pas notre marché, c'est pas mon métier, mais simplement, effectivement, je vois des opérations se monter. Donc, le crowdfunding, c'est pas de l'immobilier, on n'investit pas dans l'immobilier. On va, ça s'apparente plus effectivement à des placements financiers. En fait, on va aider des promoteurs à financer des opérations, et notamment puisque les promoteurs ont besoin de fonds propres pour lancer des opérations, surtout avec l'obligation maintenant de garantie bancaire d'achèvement à 100% des opérations. Donc, ils ont besoin de fonds propres. Donc, ces fonds propres, ils vont les chercher notamment auprès du crowdfunding. Alors, les tickets d'entrée qui est déjà aussi les tickets d'entrée, 500 000 euros. Voilà, à 1 000 euros, on peut, de toute façon, on ne va pas investir des sommes importantes sur le crowdfunding. On va jouer 1 000, 2 000, 3 000 euros. Mais les rendements sont tout à fait intéressants puisqu'on. Alors, Stéphane, on parle de 10-15%, c'est pas exagéré, non? On voit des opérations à 8-10%. C'est déjà quand même énorme. Bah oui. avec les taux d'intérêt négatifs qu'on connaît actuellement, c'est quand même déjà énorme. Alors attention, le capital n'est pas garanti. Pour l'instant, ça s'est passé pas trop mal. Il y a eu, je crois, un sinistre, mais qui est raisonnable. En revanche, il y a une chose que je vous avouerai, Olivier, qui m'inquiète un tout petit peu, c'est que pour l'instant, c'était réservé le crowdfunding uniquement promoteurs immobiliers, mais j'ai lu dernièrement que ce marché s'ouvrait également aux marchands de biens. Ah. Donc, marchands de biens, je connais bien les marchands de biens depuis longtemps, des gens tout à fait sérieux. Oui, mais alors, donc... Mais il y a aussi parfois des opérations mal montées. Oui, donc, c'est quand même un métier un petit peu plus compliqué que le métier de promoteur, qui est plus normé, etc. Et notamment, il n'y a pas de garantie bancaire d'achèvement pour les marchands de biens. Donc, là, il y a peut-être un risque un peu plus important avec l'ouverture aux opérations de marchands de biens. Très bien. Question suivante. Alors, question de Daniel. Comment maîtriser le déficit foncier et éviter les erreurs? Ma sœur a voulu se lancer dedans, mais sans expérience, elle ne peut plus s'en sortir. Je pense que c'est réservé aux pros. Alors, le déficit foncier. Alors, Daniel, non, pas forcément. Daniel, pas forcément réservé absolument aux professionnels. Alors, les travaux, ça demande effectivement quand même de l'énergie, ça demande un investissement personnel, ça on est bien d'accord. C'est pour ça qu'il faut éviter quand même de les faire à des centaines de kilomètres du lieu où on vit. Donc, les travaux, ça demande quand même un investissement personnel pour vérifier, pour checker, pour valider, pour suivre les chantiers, etc. Le risque qu'on a sur du déficit foncier, c'est qu'il y a une partie des travaux qui ne peuvent pas passer en déficit, notamment tout ce qui est création de surface, agrandissement ou reconstruction. Ça, ce sont des types de travaux qui ne passent pas en déficit, mais c'est pas si compliqué que ça. Daniel, non. Donc, votre sœur n'a peut-être sans doute pas eu beaucoup de chance, ou alors elle s'y est mal pris ou tombé sur des entrepreneurs de piètre qualité. Alors, si vous voulez ne vous occuper de rien, il y a aussi un déficit foncier, des opérateurs, des opérateurs qui sont les mêmes d'ailleurs, opérateurs qui montent des opérations en monuments historiques ou en Malraux. Donc, ces opérateurs montent des opérations en déficit foncier, souvent sur de beaux immeubles, pas toujours sur des villes intéressantes. Ça, attention, il faut faire attention. Parfois, c'est sur des sous-préfectures pas forcément très dynamiques, eu égard à ce qu'on disait tout à l'heure. Donc, il faut faire attention où on met là aussi les pieds. Alors, on aura beaucoup moins de rendement que si on monte une opération soi-même, parce que les opérateurs vont prendre leur marge, notamment sur les travaux. Mais enfin, en tout cas, on peut aller chercher du déficit foncier sans s'occuper de rien. Et on a même, pour certains opérateurs, la possibilité d'avoir des garanties d'achèvement, etc. Donc, quasiment comme dans le neuf. Donc, là aussi, ça permet de dormir un petit peu plus tranquille et de faire du déficit foncier sans avoir à s'en occuper par soi-même. Très bien. Merci Stéphane, en tout cas, de ces précisions. Alors, on va prendre encore 2-3 questions. On va prendre les questions de Théo. Alors, Théo nous dit, j'ai 18 ans. Je vais toucher 20 000 euros que me laissait dans un contrat d'assurance vie ma grand-mère décédée il y a 3 ans. Dans quoi me conseillez-vous d'investir pour faire fructifier cet argent
une place de parking, un peu d'argent dans une SCPI, du crowdfunding, un PEL. Alors, Théo s'interroge. Bon, c'est bien déjà 18 ans. Oui, voilà, 18 ans. Déjà, la volonté de faire de l'immobilier à 18 ans, c'est très bien. De toute façon, si on veut se construire un patrimoine important, il est important de commencer tôt. Absolument. Plus on va commencer tôt, plus on pourra ensuite, en revendant, en prenant un petit peu de plus-value, en tout cas en amortissement, aller vers des biens de qualité. Donc Théo, avec 20 000 €, pourquoi pas un parking? Effectivement. Pourquoi pas un parking? Parce que c'est du concret, ça met le pied à l'étrier. Bon, une SCPI, pourquoi pas? Mais enfin, une SCPI, voilà, on ne sait pas trop ce qu'on achète, où on achète. Bon, c'est plus facile, c'est plus simple. Mais enfin, un parking, c'est du concret. Ça parking peut être... pas à Paris, alors c'est trop cher. Pas à Paris, encore qu'à 20 000 €, ce sont des budgets parisiens sur lesquels on peut avoir des parkings, mais sur une métropole dynamique, enfin plutôt proche de chez soi là aussi, ou en première couronne, enfin plutôt proche du lieu où on habite. Le parking, ce qui est pas mal, c'est qu'il y a très peu de charges, il y a très peu de frais, il n'y a pas d'entretien, il n'y a pas de travaux, il y a un petit peu de charges de copropriété, mais enfin vraiment ça ne va pas chercher très loin. Il y a très peu d'impayés aussi, pour pas dire quasiment pas. Il n'y a pas de protection du locataire très compliqué comme sur le logement, on peut récupérer dès qu'il y a un impayé, etc. C'est un produit qui est liquide aussi, et notamment quand Théo voudra acheter son premier appartement pour y vivre, il pourra vendre ce parking et puis ça lui servira d'apport personnel pour les frais, etc. Donc pourquoi pas un parking? Au moins c'est du concret, c'est un pied à l'étrier et puis c'est relativement liquide et relativement simple à gérer. Très bien. Question de Marlène. Pour un investisseur, c'est court, hein, comment éviter la vacance locative? Alors Marlène, déjà en investissant dans un secteur dans les zones tendues, ça bien évidemment sur les secteurs qui sont en flux migratoire positif, où on crée de l'emploi, donc les grandes métropoles, la région parisienne. Trouver un locataire, voilà, que ce soit fluide. Et que, bon. Mais parfois effectivement on peut, parce qu'on va hériter ou pour différentes raisons, avoir un bien qui soit dans un secteur détendu. Donc comment louer notamment, comment éviter la vacance locative dans des secteurs détendus? Dans les secteurs détendus, tous les jours, quand même, il y a des locations qui se passent. Mais pour louer sur des secteurs calmes ou détendus, il y a deux impératifs. Il faut être mieux et moins cher. Voilà. C'est tout simple. Alors mieux, ça veut dire en meilleur état. Donc ça veut dire ne pas hésiter à mettre un coup de travaux, faire attention notamment aux salles de bain, aux cuisines, qui sont souvent des éléments déclencheurs aussi pour un locataire, etc. Donc mettre le paquet sur les travaux, donc pour être mieux est moins cher, c'est-à-dire là il faut faire un peu de benchmarking sur les annonces de son secteur, et puis quand vous voyez que le T2, le marché est à 300 €, mettez-vous à 280, et voilà. Et là, si vous êtes mieux en présentation et moins cher, vous louez. Vous louez, même sur les secteurs complètement détendus ou sinistrés. Très bien. Allez, la toute dernière question de Stan. En quoi la location en meublé professionnel offre l'assurance de meilleure rentabilité? Est-ce que vous avez des exemples concrets? Alors, la location meublée professionnelle, déjà la location meublée tout court, on a plus de rentabilité que la location nulle, puisqu'on va louer un petit peu plus cher, mais surtout, on aura moins d'impôts. Mais moins longtemps aussi. Oui, tout à fait. Bon. Mais surtout, comme vous le savez, l'impôt est fondamental dans l'immobilier, dans le locatif, puisque en location nue, si effectivement on n'a pas grand-chose à mettre en face de ses loyers, et notamment avec des taux d'intérêt très bas, on est vite à tranche d'imposition plus CSG à 17,2. On est globalement en location nue, si on est imposable, entre 1/3 et 2/3 qui repartent en impôts et CSG. L'avantage du meublé, c'est qu'effectivement, on a quand même les amortissements du mobilier et de l'immobilier qui font qu'on arrive à annuler à peu près son impôt pendant une quinzaine d'années, ce qui est déjà extraordinaire. Oui. Alors, le loueur en meublé professionnel, c'est encore mieux pour une raison, c'est qu'en plus, comme c'est votre activité professionnelle principale, et on va voir les conditions, on n'a pas d'IFI. C'est-à-dire qu'on sort ce patrimoine de l'IFI. Donc, si on est concerné par l'IFI, on peut aller chercher ce statut, essayer d'aller chercher ce statut de loueur en meublé professionnel. Pour obtenir ce statut de professionnel, il y a deux conditions. Il faut avoir plus de 23 000 € de recettes annuelles. 23 000 €, oui. Voilà. Donc, tiré de ces locations, mais surtout encore ça, avec quelques appartements, notamment à Paris ou Première Couronne, on y est assez vite, mais surtout, il faut que
ces revenus correspondent à plus de la moitié de vos revenus. C'est-à-dire à 50,01% de vos revenus. Oui, il faut avoir ça en tête, hein, véritablement. Donc si vous êtes un cadre en activité ou un cadre sup en activité, c'est quand même très compliqué. Parce que si vous avez déjà 50 ou 60 000 euros de revenus par an, il faut que vous alliez chercher 70 000 euros de revenus en meublé. Donc là, c'est des dizaines d'appartements, c'est quand même un peu compliqué, à moins d'avoir une force de frappe importante. Donc c'est quand même assez compliqué. En tout cas, tant qu'on est en activité, c'est plus simple quand on est à la retraite. Notamment, ce sont des plans qu'on monte souvent pour nos clients, puisqu'à la retraite, les revenus baissent. Donc à ce moment-là, si vous êtes à une dizaine d'années de la retraite, que vous vous projetez dans un futur état de loueur en meublé professionnel, en calculant vos revenus qui vont en plus baisser, comme on le sait, vos revenus retraite, donc qui vont être beaucoup moins élevés que vos revenus donc professionnels à l'instant T. Et là, à ce moment-là, on peut projeter le fait de basculer du meublé que vous aurez fait en attendant en non professionnel, au moment de passer à la retraite en professionnel, et auquel cas, à ce moment-là, en plus, ce patrimoine peut sortir de votre IFI, donc c'est quand même pas négligeable. Professionnel, il l'a été jusqu'au bout. On a un peu dépassé l'horaire, mais on avait démarré aussi un petit peu en retard. En tout cas, Stéphane Descartiers, merci beaucoup. Avec plaisir. Très complet, très pédagogue, très pratique. Vous reviendrez ? C'est sûr. Il reviendra, il en prend l'engagement sur ces bons conseils sur l'investissement. N'hésitez pas, vous pouvez aussi continuer à nous poser des questions. On a le forum sur Figaro Immo, le forum immobilier qui tourne en permanence 24 heures sur 24. Allez-y, posez des questions. La semaine prochaine, on revient aux fondamentaux. On parlera de l'achat et de la vente avec notre partenaire, les notaires en tout cas du Grand Paris. D'ici là, excellente journée, bon week-end et donc à très bientôt pour une prochaine édition des Clés de l'Immo.